Ce lundi 22 septembre, la présidente de Moldavie, Maia Sandu, s'est adressée à ses concitoyens à travers un discours martial pour présenter les enjeux du scrutin des législatives du 28 septembre. Et quand je dis martial, c'est dans le ton qu'elle a employé en disant que la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de notre pays est en grave et immédiat danger et en dénonçant les centaines de millions de dollars dépensés par la Russie pour acheter des centaines de milliers d'électeurs en Moldavie. Selon elle, la Russie n'agit pas seule, elle a de nombreux complices, des traîtres à leur patrie, c'est le terme qu'elle a employé, et ce sont des hommes qui la vendront pour en tirer profit comme ils l'ont fait par le passé. Des hommes qui n'ont pas de pays, qui ne croient ni en la Russie ni en l'Europe, mais seulement dans l'argent. Ce sont des mots très forts et c'est un discours martial particulièrement remarqué de la part de la présidente dans le contexte d'une république parlementaire et ça pose véritablement les enjeux de ce scrutin. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de réaccueillir sur la chaîne Florent Parmentier. Florent, bonjour. Bonjour. Alors Florent, vous êtes secrétaire général du CEVIPOF, donc le Centre de recherche politique de Sciences Po, co-auteur du livre La Moldavie à la croisée des mondes avec Josette Durieux, grand spécialiste de la Moldavie, et aussi auteur d'une note, d'un briefing pour l'IFRI, justement en amont de ces élections législatives du 28 septembre. Évidemment, je mets tous ces liens dans la description de la vidéo. Alors, Florent, donc première question, j'aimerais bien qu'on élabore un peu sur ce discours, donc comme j'ai dit, au ton martial de Maia Sandu. Est-ce que vous pensez que son ton et ses propos étaient justifiés et est-ce que c'est véritablement comme cela que l'on peut poser les enjeux de ces législatives? Plusieurs niveaux de réponse à la question que vous posez. Premier niveau de réponse, on peut regarder les choses, j'allais dire, d'un point de vue très politique. Si on regarde d'un point de vue politique, la situation du PAS, c'est la situation d'un parti qui a été au pouvoir depuis 4 ans pour les précédentes législatives. Il faut se souvenir donc aux précédentes législatives en juillet 2021. Le PAS avait emporté 52% des voix et 63 députés sur 101. Donc on parle d'une très très large majorité. Il est évident que euh, pour ces prochaines élections qui vont animer la Moldavie, la question est plutôt de savoir eh bien, si le PAS peut garder une majorité absolue. Le PAS sera le premier parti, ça, c'est assez très fortement probable, sauf surprise, et obtiendra un grand nombre de députés. La question qui se pose est, sont-ils capables de faire alliance ou souhaitent-ils finalement être les seuls maîtres à bord pour mettre en œuvre la politique de rapprochement européen faite par Maia Sandu, politique de rapprochement européen qui a été extrêmement réussie jusqu'à présent. Se souvenir que début janvier 2022, au début de la présidence française de l'Union européenne, en réalité, peu de gens pensaient que la Moldavie pourrait être reconnue comme un État candidat à l'Union européenne. Et il faut observer l'incroyable avancée qui a été faite depuis. Maia Sandu peut l'emporter, son parti, surtout le PAS, peut l'emporter à partir du moment où elle politise les enjeux dans le sens j'allais dire, d'une grille de lecture géopolitique. Si elle fait de l'enjeu européen, de la défense de l'enjeu européen, du modèle de civilisation européen, alors elle peut sans doute avoir la majorité absolue qu'elle souhaite faire. Si on regarde en revanche des enjeux plus locaux, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, alors très certainement, eh bien, les choses seront plus compliquées dans la mesure où euh, la Moldavie a connu une situation économique compliquée avec la guerre en Ukraine, une récession, mais beaucoup d'inflation en 2022 et en 2023-2024, le taux de croissance n'a pas été au rendez-vous en raison encore une fois d'un contexte, j'allais dire économique, régional extrêmement dégradé. Donc, Maya Sandu a raison au niveau politique de pousser pour cette rhétorique-là, et elle a des raisons de le faire. Si l'on regarde, j'allais dire, les menaces qui sont réelles vis-à-vis de la Moldavie, vis-à-vis de ces élections. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par menace qui pèserait sur ces élections? Parce que finalement, l'essentiel des élections depuis l'indépendance de la Moldavie en 1991
a été structuré sur la base d'un clivage géopolitique, pro-russe, pro-Kremlin ou pro-européen, pro-euro-atlantique. Alors Florent, est-ce que cette élection est vraiment différente? Comment se structure ce clivage géopolitique et en quoi est-ce que cela fait peser des menaces sur cette élection? Jusqu'à présent, euh, il y avait une forme d'équilibre dans les différents partis politiques moldaves. Quand je dis équilibre, il y avait à la fois la reconnaissance, et bien qu'on voulait aller vers l'Union européenne, mais qu'on ne souhaitait pas non plus couper tous les ponts avec la Russie. Et ça a prévalu jusqu'en 2022, assez largement. Pourquoi? Par rapport à d'autres pays, ce qui peut expliquer ça, c'est eh bien les suites du conflit transnistrien après le cessez-le-feu du 21 juillet 1992. Les Moldaves ont souhaité inscrire dans leur constitution le statut de neutralité. Et donc, le statut de neutralité, c'est un moyen de dire à la fois, eh bien, nous ne souhaitons pas avoir de troupes russes en Transnistrie, nous souhaitons une réintégration de la Transnistrie au sein de la Moldavie, mais nous ne souhaitons pas non plus nécessairement entrer dans une alliance militaire qui pourrait être sujette à division au sein du pays. Et il y a eu comme ça une forme d'équilibre. Parfois des écarts rhétoriques au moment de la campagne, et puis rapidement des formes d'équilibre établies. Écart rhétorique, 2001, le président Voronin, qui n'est pas encore président à l'époque, mais en tout cas la campagne électorale du Parti des communistes se faisait à coup de déclarations pour expliquer que la Moldavie devait être un peu comme Cuba vis-à-vis des États-Unis en parlant de l'Union européenne. 4 ans plus tard, après une mandature, le même Vladimir Voronin a fait campagne, cette fois-ci, sur un programme de rapprochement avec l'Union européenne, pour lequel il a sollicité par ailleurs des experts qu'on retrouvera ensuite chez Maya Sandu. Et donc, il y a de ce point de vue-là des formes d'équilibre. Réciproquement, si on regarde la politique étrangère qui avait été menée pendant l'Alliance pour l'intégration européenne, notamment sous Vlad Filat, eh bien le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui ensuite a été Premier ministre Yuri Leonka, avait euh, à la fois œuvré dans le sens d'un rapprochement avec l'Union européenne, avec les programmes européens qui étaient posés à l'époque et les différents points, mais disons qu'il souhaitait également ne pas nécessairement s'aliéner un voisin dont il percevait eh bien tout simplement qu'il y avait enfin, qu'il y avait des risques à s'aliéner totalement la Moldavie, la Russie et de la Moldavie. Mhm. Si l'on fait ce calcul-là, 2022 oblige en quelque sorte à faire des choix plus tranchés. Et Maya Sandu, de ce point de vue-là, a pu faire un certain nombre de choix tranchés sur des questions mémorielles, interdiction tout à fait symbolique, mais du port du ruban de Saint-Georges, qui n'était pas le cas auparavant, mise en avant des questions des déportations de Moldaves qui sont apparues dans les années 46-47, après la Seconde Guerre mondiale. Et on pourrait citer comme ça un certain nombre de sujets qui n'étaient pas des sujets de réforme interne, mais plutôt des marqueurs identitaires. Le fait, par exemple, de reconnaître le roumain comme langue officielle de la Moldavie et non plus moldave. Il y avait jusqu'à présent une forme d'ambiguïté. Les minorités souhaitaient que ce soit du moldave et la Constitution disait que c'était le moldave. Mais dans la déclaration d'indépendance de la Moldavie, on parlait du roumain. Donc il y avait de ce point de vue-là une forme d'ambiguïté. De ce point de vue, la Moldavie, sous Maya Sandu après 2022, est sortie de l'ambiguïté. Et partant de là, le paradoxe, c'est que auparavant, la Russie avait beaucoup plus de leviers sur les hommes politiques moldaves. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles il y avait une forme de modération. Levier par rapport à la Transnistrie, qui était vue comme une force à l'époque et dont je veux dire, il y avait une menace militaire qui pouvait peser, même si dans la pratique, les gens étaient parfaitement, j'allais dire, satisfaits d'un statu quo qui ne menaçait ni les uns ni les autres. Il y avait une très forte dépendance de la Moldavie au gaz russe et aux importations énergétiques. Il y avait une dépendance au marché qui s'est estompée à partir des années 2006 et premier embargo sur le vin et dans les années 2010, il y a une réorientation de l'Union européenne, de la Moldavie, des exportations de la Moldavie vers l'Union européenne extrêmement large. Donc depuis 2022, finalement, la Russie a moins de leviers que par le passé vis-à-vis de la Moldavie. Mais parce qu'elle a moins de leviers, elle pousse énormément sur un autre champ qui est celui bien des émotions et des affects. Autrement dit, euh, de part et d'autre, du côté de Maya Sandu, eh bien, il faut montrer que les pro-russes finalement sont ceux qui vont nous emmener dans une guerre.
et couper les perspectives européennes du pays. Du côté de l'opposition pro-russe. Et là, je parle plutôt du bloc des patriotes. Le bloc des patriotes fera campagne en disant, mais écoutez, la situation a changé. Nous comprenons ce que souhaite faire le président américain, Donald Trump. Il a raison d'essayer de trouver une solution pragmatique et en fait, il fait qu'appliquer en quelque sorte ce que nous avions proposé depuis des années. Et c'est Maya Sandu, au contraire, qui souhaite absolument se mettre à la remorque des Européens pour continuer et faire effet de levier de la guerre. Ce sont les narratifs qui sont proposés de part et d'autre. Au milieu de ces deux grands partis, a priori, le PAS emportera, c'est en tout cas le plus vraisemblable, sera en tête dimanche soir. Et face au second parti, qui est l'opposant absolu, c'est-à-dire le parti, dire le bloc des patriotes, composé, eh bien, pour l'essentiel d'anciens membres du Parti des communistes de Moldavie, quand lui-même était hégémonique dans les années 2000. Entre 2001 et 2009, il a exercé un pouvoir sans interruption, avec entre 2001 et 2005, 71 députés sur 101. Il faut voir, donc il y avait une majorité constitutionnelle. Et donc ils auraient pu amender à peu près la Constitution dans le sens qu'ils voulaient, chose qu'ils n'ont pas, dont ils n'ont pas abusé pendant cette période, pour en faire un régime libéral, puisque la particularité de la Moldavie est que aucune des transitions de pouvoir qui ont eu lieu depuis 1991 ne s'est fait autrement que par les urnes. Et c'est un élément euh, aussi qui montre en quelque sorte la modération politique dont je parlais dans le spectre politique moldave. Euh, une fois qu'on a ces différents éléments et ces deux blocs, il y a également d'autres partis qui sont, j'allais dire, moins portés sur des questions de géopolitique et qui vont dire en substance, eh bien nous, ce qui va nous intéresser, c'est concrètement comment on fait pour améliorer la vie des gens. Autrement dit, vous avez deux partis qui vont jouer le téléviseur, les belles images, Maya Sandu avec Ursula von der Leyen, Maya Sandu lors de la fête de l'indépendance avec le président Macron, avec Donald Tusk, le Premier ministre polonais, avec le chancelier Friedrich Merz. Même chose du côté du parti pro-russe. On va jouer plutôt cette fois-ci la carte russe en montrant qu'on est capable d'aller à Moscou, de voir différents points, etc. Et puis vous avez au milieu des partis qui ne vont jouer ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire dire en substance, eh bien, nous devons aller vers l'Union européenne, mais faire ce que nous avons fait traditionnellement, c'est-à-dire euh, pas se rapprocher de la Russie, mais trouver des compromis raisonnables par rapport à la position dans laquelle nous sommes et par rapport au poids que nous avons, en dehors du soutien extérieur. Et donc, vous avez cette offre politique qui existe aussi, qui se tourne autour du bloc Alternativa, et puis de l'ancien candidat à la présidentielle, Renato Usati, dont le parti Nostru, Parti del Nostru, notre parti, littéralement, euh, qui devrait être proche du seuil. La question est de savoir s'il sera un peu en dessous, un peu au-dessus. Ça changerait évidemment beaucoup de choses. Et même chose concernant le bloc alternatif. A priori, on pensait que sa qualification était acquise, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Dans la mesure où plus vous polarisez la société en disant, eh bien, soit on va aller vers l'Union européenne, soit on va aller vers la Russie, plus il est compliqué au milieu de se faire entendre, mais en même temps, il est aussi possible qu'une partie des électeurs se dise, eh bien, moi, je renvoie deux à deux ces partis géopolitiques et je veux un parti politique qui s'occupe de moi. De ce point de vue-là, c'était la carte que voulait jouer le chef du bloc alternatif, Yon Cheban, qui est le maire de Chisinau, qui s'affirme aujourd'hui pro-européen, qui par le passé a été proche de la Russie, dont ses adversaires disent qu'il a forcément encore gardé des liens avec la Russie, et qui a été, c'était l'un des faits de la campagne, je pense, en tout cas avant la campagne officielle, mais un des faits de ces derniers mois, qui a été interdit d'espace Schengen par la Roumanie et par les services secrets roumains, qui ont dit en substance, eh bien, il y a des raisons de sécurité pour lesquelles nous ne devons pas Yon Cheban sur notre territoire, même si, et c'est très surprenant, ça a été étendu à l'espace Schengen. En dépit de cette interdiction d'entrer dans l'espace Schengen, il a été pris en photo, en tout cas il s'est pris en photo à Rome, ce qui montre que l'application de cette interdiction a probablement été plus lâche que ce qu'on pouvait penser. Revenons aux moyens d'influence et aux moyens d'ingérence de la Russie en Moldavie. Donc, comme vous l'avez mentionné, à partir de 2022, évidemment, la Russie a moins d'influence, ou en tout cas moins de réseaux traditionnels et de moyens traditionnels d'influence en Moldavie qu'auparavant. Et ces 3 dernières années, ça passe beaucoup par des mallettes d'argent liquide, des achats d'électeurs, de la désinformation en ligne ou sur les médias traditionnels. Est-ce que
là, dans le cadre de ces élections législatives, est-ce qu'on a atteint un nouveau seuil? Est-ce que, effectivement, comme le disent les autorités moldaves, on est à un niveau sans précédent? On peut faire crédit aux autorités moldaves sur ce point. Pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde les choses, dans la mesure où un certain nombre de leviers classiques ont effectivement été abandonnés, j'allais dire, on n'achète plus les électeurs, entre guillemets, on n'achète plus les élites politiques avec un approvisionnement en matière de prix du gaz. Ça, c'est un changement notable par rapport aux années 2000, même 2010. Euh, L'essentiel est mis sur les affects. Des affects, mais aussi des transferts d'argent, vous l'avez dit, des achats d'électeurs, alors de manière très particulière. On pourrait peut-être y venir en quelque sorte. Sont des mécanismes particuliers. Et pour ce qui concerne la désinformation et les relais qui s'en font, voilà, on joue sur des affects. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que tout simplement, euh, l'idée en fait de la désinformation, c'est de dire à la fois des éléments qui sont justes et d'autres éléments qui sont biaisés. Et de biaiser dans le sens finalement de l'attente des électeurs. Euh, Autrement dit, vous avez, je vais prendre deux exemples, peut-être pour que ce soit parlant. Euh, la condamnation de Yevgenia Outsoul, qui était la gouverneure de Gagaouzie, la Bachkane, condamnée pendant l'été pour des faits, on va dire, de corruption, pour aller vite. Euh, L'idée n'est pas de dénier, de dire non, elle enfin, ne devait pas être condamnée ou etc. L'idée est plutôt de donner en fait à cette condamnation des traits particulier. De dire en substance, eh bien, si Vianney Agutsul a été arrêté, c'est en raison de la dérive autoritaire du PAS. De dire que le PAS n'est pas un parti démocratique puisqu'il enferme ses opposants. Mais ça va plus loin. Ça va aussi essayer de jouer sur des affects, des sentiments, à savoir, eh bien, le PAS non seulement enferme ses opposants, les uns après les autres, il a interdit le parti Shor, il a voulu annuler le parti Shor avant les élections municipales en 2023, donc il interdit une partie de son opposition. Mais en plus, vous vous rendez compte, Madame Outsoul, qui était venue avec son enfant lors du procès, eh bien, c'est une mère de famille. Sous-entendu, et c'est une attaque, j'allais dire, à fleur et moucheté, mais qui dit quand même à peu près quelque chose, qui est une manière de faire révéler, eh bien, que par contraste à Maya Sandu, qui n'a pas d'enfant, Yevgenia Outsoul est quelqu'un qui a des enfants, on va priver cet enfant de sa maman, et donc c'est de jouer sur des ressorts qui sont pas des ressorts politiques, mais plutôt des ressorts qui ressortent précisément en fait d'éléments d'émotion. Et cette attaque-là, cette manière de présenter la chose, fera en sorte qu'on se mettra plus facilement à la place, j'allais dire, de la condamnée, qui sera décrite sous des traits de victime d'une affaire politique qui la dépasse. Et donc c'est ce genre de message en fait qui est véhiculé. C'est comme ça qu'on essaie de changer en quelque sorte un narratif. On pourrait parler, hein, j'ai dit deux exemples, je vais prendre mon second exemple. Euh, Lors de la venue des trois premiers ministres et chefs d'État, c'est-à-dire lors de la fête de l'indépendance, messieurs Merkel, Macron et tous, le matin même, un journal turc avait lancé eh bien une information qui disait que Maya Sandu allait proposer, si elle gagne les élections, d'envoyer 700 soldats dans la coalition des volontaires, qui sera là pour défendre le traité, enfin en tout cas le cessez-le-feu en Ukraine, si jamais il y a un cessez-le-feu, dans le cadre d'une coalition internationale. Ce qu'elle n'a pas dit. Mais si vous le publiez dans un journal turc un peu, j'allais dire, enfin, peu connu, pas parmi les principaux, ensuite c'est réutilisé par des canaux divers et variés, par TikTok, par, j'allais dire, Telegram, par différentes, j'allais dire, chaînes et réseaux de diffusion. Et vous construisez une histoire en disant, eh bien, les Turcs nous disent que Maya Sandu a envie d'envoyer des troupes. Ce qu'elle n'a pas dit. Et c'était probablement pas l'enjeu, d'ailleurs, de la venue de ces trois personnes, parce que même entre eux, tous ne sont pas sur la même ligne euh, pour l'envoi de troupes en Ukraine. Euh, et, et donc, de ce point de vue-là, voilà, il y a une information qui est très largement biaisée à des fins particulières. Est-ce qu'à partir de là, la Russie peut changer 100% de l'opinion publique moldave? La réponse est non. Mais on est dans le cadre d'une élection législative à un tour proportionnel. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire tout simplement que euh, il va y avoir des voix qui seront attribuées aux principaux partis. On estime que pour avoir 51 députés sur 101, euh, il faudrait au PAS à peu près 43-44% de l'électorat. Pourquoi? Tout simplement parce que le parti arrivé en tête, dans le cadre de la redistribution des voix qui n'ont pas été attribuées en quelque sorte, c'est-à-dire ce que j'appelle une voix attribuée, c'est si vous votez pour un parti qui est au Parlement qui dépasse le seuil, alors votre voix a été attribuée. Si en revanche vous votez pour un candidat, euh, n'importe lequel, ou un parti, et que ce parti n'atteint pas le seuil, fait 4,5% au lieu des 5%, ça veut dire que ces 4,5% de voix n'ont pas été attribuées, puisque le parti pour lequel il a été attribué n'a pas fonctionné. Donc, c'est redistribué envers les autres partis. C'est un principe de répartition des voix restantes. En fonction de ça, le PAS n'a pas besoin d'avoir 50% des voix plus une. Parce que tous les voix ne seront pas, j'allais dire, ne donneront pas lieu à des élus. Donc, 43-44%. Pour la Russie, changer 5 points, à peu près, de différentes manières, soit pour convaincre d'aller vers les partis pro-russes, mais pas nécessairement pour démotiver des gens qui auraient voté pour le pass, ou pour les envoyer vers d'autres partis qui éventuellement, eh bien, seraient plus favorables j'allais dire, à la Grande Roumanie, plus favorables à différents points, qui font partie de cet électorat potentiel du pass, mais disons qui essayer de couper un peu plus à droite et plus à gauche. Euh, c'est une méthode en fait qui est visée. Donc l'enjeu peut-être est moins d'être sûr que les partis pro-russes gagnent et ensuite exercent le pouvoir, et peut-être plus de faire en sorte que Maya Sandu et le pass n'aient pas de majorité absolue pour les obliger soit à acheter des électeurs, des députés, ce qui est jamais très glorieux, ça pourrait arriver, ça va dépendre du résultat des élections de dimanche soir, soit s'ils n'achètent pas les électeurs, d'entrer en coalition, mais qui dit coalition dit partage du pouvoir, donc partage d'accès aux ressources, à l'information, et donc potentiellement des conflits qui pourraient arriver assez rapidement. Et peut-être que ce que va chercher la Russie, c'est pas nécessairement de faire élire Monsieur Dodon, en tout cas d'en faire le Premier ministre, c'est plutôt d'être certain que Maya Sandu ne puisse pas être en mesure de mettre en place son projet de rapprochement européen. Je pense que c'est probablement davantage ça. Et sur les méthodes, ce qui est frappant également, c'est d'observer eh bien que pendant très longtemps, le cas de la Moldavie avait été traité par Dimitri Kozak. Dimitri Kozak s'intéresse à la Moldavie, il a été à l'origine d'un mémorandum en 2002 pour la résolution du conflit transnistrien, avait une solution clé en main qui avait été acceptée par Voronin, qui avait été acceptée par Vladimir Poutine. L'avion de Vladimir Poutine était sur le tarmac et puis finalement volte-face du président moldave. Pendant longtemps, Dimitri Kozak est plutôt quelqu'un qui avait une conception à la fois russe, mais moins brutale de la manière dont il fallait se comporter avec les anciennes républiques soviétiques. Il a été remplacé euh, par M. Kirienko, qui lui a des options plus radicales. Donc la manière de traiter la Moldavie est aussi vue à un niveau différent. Au sein de l'administration présidentielle russe, M. Kirienko s'occupe de différents dossiers, à chaque fois avec une certaine acuité, et avec l'idée selon laquelle eh bien, il faut avoir des résultats. Et le résultat compte plus que la méthode. Oui, et juste pour dire donc sur les moyens de transfert d'argent et donc d'achat d'électeurs ou en tout cas d'ingérence dans le cadre de la campagne, effectivement, on a assisté à un espèce de florilège de différentes méthodes, et notamment pour le citer, le fait que donc Ilan Shor, qui est un oligarque moldave en exil actuellement en Russie, est devenu un roi des crypto-monnaies, et c'est à travers ces crypto-monnaies qu'il a réussi à véhiculer beaucoup d'argent vers ses soutiens en Moldavie, mais pas seulement, puisqu'il a pu utiliser cette crypto-monnaie pour servir les intérêts du Kremlin. Donc là, je mentionne Ilan Shor, qui est un oligarque en exil, lié au scandale de la fraude bancaire de 2008, et un autre oligarque dont le sort précisément joue sur cette élection, c'est Vladimir Plahotniuc, qui pendant très longtemps a été le kidnappeur de l'État moldave. Donc on parlait de la Moldavie comme d'un État, et il a été arrêté en Grèce en juillet, et il est précisément en cours d'extradition. Donc on enregistre le 24 septembre, et visiblement il pourrait être extradé vers la Moldavie
le 25 septembre, donc juste avant l'élection. Évidemment, le calendrier n'est pas un hasard. Dans quelle mesure, Florent, est-ce que cette affaire Plahotniuc influe sur l'élection, que ce soit dans un sens ou dans un autre, en faveur de Maya Sandu ou pas? C'est une question importante, à laquelle il y a encore quelques éléments d'incertitude. Euh, Pourquoi, en quelque sorte, après avoir pu voyager pendant plusieurs années, il a réussi à être arrêté en Grèce? Est-ce que c'est j'allais dire, un souhait de sa part volontaire de manière à pouvoir repeser un moment sur la vie politique locale, ou est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est un élément, en fait, pour lequel on ne peut pas avoir de certitude absolue. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ça fait partie de ces personnes, il faut peut-être le resituer un peu, personnes qui avaient repris le Parti démocrate de Moldavie, qui est un parti historique de la République de Moldavie, au début des années 2010, autour des années 2010, avec j'allais dire un élément essentiel qui était eh bien de prôner quelque chose qui ressemblait précisément à un rapprochement avec l'Union européenne, euh, puisque le Parti démocrate participait à cette coalition à l'époque. Au début des années 2010, il y a deux oligarques, j'allais dire, qui s'affrontent, Vlad Filat et Vlad Parotniuk. Les deux travaillent au rapprochement avec l'Union européenne, ont un certain nombre de résultats, puisqu'à l'époque, on présente la Moldavie comme l'un des États qui, précisément, eh bien, a avancé. L'histoire de rapprochement du partenariat oriental avec la Moldavie, enfin entre l'Union européenne et la Moldavie, c'est toujours contingent avec ce qui s'est passé en Ukraine, où il y a eu des phases d'accélération et de recul, et la même chose en fait pour la Géorgie. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un chassé-croisé en fait qui s'opère à ce moment-là. Euh, Vlad Plahotniuc est à l'origine du milliard volé. Il y a j'allais dire plusieurs personnes qui sont dans ce point-là. Ce qui, j'allais dire, peut rebondir dans la campagne électorale, c'est plusieurs choses. Et ça va peut-être renforcer chacune des bulles qui se sont constituées des sympathisants. Du côté des sympathisants du PAS, c'est peut-être l'occasion de montrer que grâce à l'Union européenne, on a réussi à mettre à bas une figure très impopulaire chez les Moldaves. Et de montrer que, bien, bon, on a dit pendant longtemps que la réforme de la justice était quelque chose d'extrêmement difficile à faire passer en Moldavie. Eh bien, vous voyez, on est capable aujourd'hui eh bien d'arrêter Madame Oudsoul et de la condamner pour des peines de corruption. On est capable d'arrêter également Monsieur Plahotniuc. Donc de ce point de vue-là, on pourrait tout à fait se dire que tout n'est pas parfait, que le PAS a fait des erreurs, mais vous voyez que notre voie européenne, elle est irréversible et elle a des conséquences. Du côté des adversaires de Maya Sandu, eh bien, on peut regarder les choses différemment. Car après tout, quel était le ministre de l'Intérieur euh, au moment de l'affaire du milliard volé, qui a lieu en 2014, trois banques, et donc l'évasion d'1 milliard de dollars de l'époque, qui représentait quasiment de 12 à 13% du PIB. Euh, Quand on regarde effectivement cet élément, on peut tout à fait dire eh bien, que le ministre de l'Intérieur de l'époque était Monsieur Dorin Reichean, que Monsieur Dorin Reichean est aujourd'hui Premier ministre, et qu'en tant que ministre de l'Intérieur, soit il connaissait peut-être quelque chose, on ne sait pas, soit il ne connaissait rien, et s'il ne connaissait rien, ça veut dire que son efficacité n'a pas été non plus au rendez-vous, et donc il y a une forme d'interrogation. Est-ce que Vlad Plahotniuc reviendra et donnera des éléments d'explication, de justification, s'il devait revenir en Moldavie? euh, je pense que ça fait vraiment partie, il est très probable qu'il détient un certain nombre d'informations qui peut aller dans le sens de Maya Sandu. En fait, son arrestation est quelque sorte un beau trophée. Euh, la boîte qui peut s'ouvrir peut être, euh, j'allais dire, très embêtante pour l'ensemble du système politique moldave, dans le sens où ça contribuerait encore à éroder l'influence, j'allais dire, la confiance dans les institutions et possiblement au pass. Pour l'instant, il est trop tôt pour le savoir. Je pense qu'on peut donner le point au pass parce que ça montre quand même que, même sur un sujet difficile comme celui de la réforme de la justice, il y a des résultats.
qui commencent à être engrangés aujourd'hui. Florent, vous l'avez déjà mentionné quelques fois, le cas de Yevhena Outsoul, donc l'ancienne Bachkan, gouverneur de Gagaouzie. Concernant cette question des disparités régionales, ou en tout cas des équilibres régionaux à trouver au sein de la scène politique moldave, est-ce que la situation en Transnistrie, qui est donc en situation de crise énergétique depuis début janvier 2025, quand son approvisionnement en gaz direct à travers l'Ukraine a été interrompu. Est-ce que la situation en Transnistrie peut influer aussi sur l'élection? Alors la question du vote en Transnistrie est une bonne question. C'est une première manière de poser, enfin, de donner des éléments de réponse. Enfin, les citoyens moldaves résidant en Transnistrie euh, peuvent effectivement voter, comme n'importe quel citoyen. L'élément de polémique qui a eu lieu pendant la campagne est que lors des précédentes élections, à savoir l'élection présidentielle de 2024, 31 bureaux de vote avaient été disposés euh, du côté de la rive droite du Dniestre, à savoir du côté de Chisinau, euh, et charge aux Transnistriens qui souhaitaient voter avec un passeport moldave, eh bien de pouvoir voter dans ces 31 bureaux. En 2025, il n'y a plus que 10 bureaux. Les Moldaves de Transnistrie souhaitaient davantage de bureaux, ils en ont eu 3 fois moins. Donc là, il y a eu un effet effectivement qui gère de contrôle du vote et de contrôle de la sécurisation des élections, à savoir éviter des formes de manipulation, mais ce qui peut se faire au prix finalement d'un problème de sincérité du scrutin, c'est-à-dire ce même problème a été souligné aussi par rapport au nombre de bureaux de vote à l'étranger. Pour mémoire, 76 en Italie, 25 en France, ou plutôt 75 en Italie, 26 en France, et 2 en Moldavie, 2 en Russie, euh, dans l'ambassade de Moldavie à Moscou. Donc là, il y a des disparités qui j'allais dire, ne s'expliquent pas forcément par rapport au nombre de personnes concernées. Donc il y a ces éléments-là dont on peut déjà anticiper que les commentaires du ministère des Affaires étrangères russe le soir des élections, eh bien, en fera, j'allais dire, en fera publicité. En tout cas, euh, exprimera ses doutes par rapport à ces éléments, quel que soit le résultat du scrutin par ailleurs. Il y a donc une incertitude sur la participation des électeurs transnistriens en nombre. Ces derniers temps, le poids des électeurs moldaves en Transnistrie est resté relativement modeste. Il a un tout petit peu changé entre les 2 tours de la présidentielle, il est un peu plus élevé effectivement. Est-ce que la crise énergétique du début d'année euh, euh, peut, j'allais dire, engendrer un surcroît de participation des Moldaves de Transnistrie? La réponse est probablement oui. La question est pourront-ils voter? Dans quelles conditions? Et ça, voilà, ça reste, enfin, ça fait partie des questions qui seront là aussi posées et sur lesquelles, eh bien, les autorités moldaves veillent de manière à éviter toute forme de fraude électorale. Mais quand vous dites, Florent, que les Moldaves de Transnistrie, donc suite à cette crise énergétique qui perdure encore aujourd'hui, puisque les autorités transnistriennes sont dans une situation d'urgence avec beaucoup de restrictions budgétaires imposées à la fois au niveau du gouvernement, mais aussi des collectivités territoriales, quand vous dites que les Moldaves de Transnistrie seraient plus enclins à participer à cette élection, ça irait dans quel sens? Ça serait dans le sens d'un rapprochement avec la Moldavie et donc avec l'Union européenne, ou plutôt dans un sens de réaction qui viserait à rétablir des bonnes relations avec la Russie? Si on se fie aux précédentes élections, ce qui est un indicateur, ça ne dit pas tout et ça ne présage jamais de l'avenir, mais c'est un indicateur, disons, de grande tendance qu'on a pu observer et qui souvent, en fait, se vérifie. On peut estimer que le rapport de force serait autour de, on va dire, 70% pour des partis pro-russes et de 20 à 30% pour le PAS. Sur un nombre de votants, encore une fois, relativement limité, euh,
Et en fait, ce taux, et c'est intéressant de le souligner, est finalement moins important que le nombre de personnes en Gagaouzie, donc sur le territoire de la Moldavie, dans l'autonomie, l'unité territoriale de autonome de Gagaouzie, où là, vous avez des votes en faveur des candidats du parti Shor dont on a parlé, du bloc des socialistes et des communistes, bloc des patriotes, supérieurs à 90%. C'est probablement ce qu'on trouvera le jour du vote. Ouais, ça va faire partie, hein, des indicateurs, à prendre en compte, dans l'analyse de l'élection et évidemment des résultats. Alors, dernière question, Florent, donc pour encore une fois mettre cette élection dans un cadre vraiment géopolitique, on voit que la plus grande promesse à la fois de Maia Sandu et du PAS, c'est l'intégration européenne de la Moldavie, qui pourrait se faire, à en croire les autorités moldaves, mais à en croire aussi les autorités européennes, et la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, a joué son mandat là-dessus, qui pourrait se faire en marche accélérée. On parle d'une intégration de la Moldavie d'ici 2028-2030 au plus tard. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Il y a forcément une part d'aléa politique dans ce qu'on va décrire aussi. Euh, je pense qu'il y a deux éléments. D'abord, un élément qui montre que la promesse d'intégration à l'Union européenne, elle a été faite au sommet Thessalonique auprès des Balkans et dans les pays des Balkans occidentaux, aucun des pays finalement auxquels on a, alors avec l'exception de la Croatie, mais disons qu'en dehors de la Croatie, on voit bien que la problématique d'élargissement a été relativement, j'allais dire en 2022, enfin j'allais dire, a été accélérée par 2022. Elle est revenue au goût du jour en 2022. Avant cela, on a plutôt vu ce qu'on peut appeler une fatigue de l'élargissement dans les pays concernés et puis aussi à Bruxelles. La guerre change tout et Maya Sandu a, j'allais dire, a joué parfaitement son rôle en accueillant et sa population en premier lieu les réfugiés ukrainiens qui passaient par la Moldavie de manière assez massive. 1 million de personnes passées sur un pays enfin, qui compte aujourd'hui 2,6 millions à l'intérieur, donc c'est évidemment un afflux considérable et auquel rien n'avait préparé la Moldavie, qui est un État par ailleurs très peu touristique, donc il y avait vraiment quelque chose en termes de capacité d'accueil qui dépassait ce qui avait pu être imaginé. Euh, la Moldavie a su suivre l'Ukraine, à qui il fallait politiquement faire cette promesse d'élargissement aussi, en raison de l'attaque qu'elle subissait. Euh, la Moldavie a été raccrochée à cela. Euh, je pense que il y a un dilemme qui va se poser à Maya Sandu. Est-ce qu'on continue dans cette politique qui est actuellement ancienne, qui consiste à dire, eh bien, il faut jouer la carte ukrainienne, on entre avec les Ukrainiens. Euh, alors qu'on ne sait pas quand se terminera la guerre, dans quelles conditions se terminera la guerre et les éléments, ou si vous-même, vous n'êtes pas atteint directement et massivement par la guerre, est-ce que c'est pas plus sage à un moment de faire un peu comme au Tour de France, c'est-à-dire vous avez une échappée, l'échappée ukrainienne, et puis ensuite dans le déroulé final, ben, vous passez un coup d'accélérateur pour terminer le premier. Ça permettrait, pardon, je vous interromps, ça permettrait de contourner le veto hongrois aussi. Probablement. Et d'ailleurs, d'autres États pourraient trouver confortable finalement ce veto hongrois qui permettrait de faire passer la Moldavie avant. On pense à la Roumanie, mais peut-être d'autres également. Donc c'est une vraie question. Est-ce que pour le moment, l'exécutif tient bon la route qui consiste à dire on sort de la guerre, on y va avec les Ukrainiens, mais à défaut d'avoir une boule de cristal et de savoir exactement ce qu'il en sera, j'allais dire à horizon 3, 4, 5 ans, ce qui risque de ressortir, c'est plutôt j'allais dire, l'accent mis sur soit le mérite, c'est-à-dire on a fait nos réformes et donc nous y allons. Soit une deuxième option qui consiste à dire si vous voulez vraiment ancrer la démocratie en Moldavie, eh bien vous devez nous intégrer au sein de l'Union européenne. Sans cela, nous ne serons pas viables face aux menaces auxquelles nous faisons face dès dimanche, depuis plusieurs années, et puis probablement encore pour les temps à venir. Eh bien évidemment, on va suivre ça avec grande attention. Donc cette interview sort juste quelques jours avant cette élection qui est cruciale. À chaque élection en Moldavie, on dit qu'elle est particulièrement cruciale à la fois pour le pays mais aussi pour son orientation géopolitique. Mais là, cette élection législative du 28 septembre 2025 l'est tout particulièrement pour les raisons que l'on a exposées avec Florent Parmentier. Merci beaucoup pour toutes ces clés de lecture.
Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.